recevoir aujourd'hui un keynoteur qui a été développeur, chef de projet, CTO, un peu dans le désordre. C'est ce que tu marques sur ta bio. Je fais que répéter. Quelqu'un qui est un orateur reconnu et passionnant. Je fais aussi mon auto-promo, qui est aussi un invité régulier du Meetup Software Craftsmanship Rennes. On t'attend l'été prochain pour ton énième session. On connaît bien donc à Rennes et qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Arnaud. Donc on reçoit Arnaud Lemaire. Merci. Alors déjà, je voulais commencer en disant que je suis très très content de vous voir. Je pense que ça doit être la deuxième conf de l'année que je fais en présentiel. Et malheureusement, il n'y en aura pas après. Donc déjà, ça fait très très plaisir d'avoir un public pour de vrai en face, tout simplement. Et alors pour vous donner un tout petit peu de contexte sur cette conf, et cette image, c'est juste du stock image, hein, histoire de meubler pendant l'introduction. En fait, j'avais créé une première conf qui s'appelait Let's Reset Agile, dans lequel en fait, j'explicitais que la démarche agile, c'était très sympa, mais il valait mieux se concentrer sur les pratiques. Et suite à cette conf, j'ai eu pas mal de retours sur des entreprises de plus ou moins grosse taille qui étaient c'est très très mignon tout ce que tu racontes, mais nous, on est quand même des grosses structures. Et donc, il nous faut quelque chose d'un peu structuré pour s'organiser, pour pouvoir justement en fait réussir à avoir cette démarche at scale. Et ça rentre effectivement dans quelque chose qui est très à la mode en ce moment, qui est comment est-ce qu'on fait de l'agile at scale. Et donc, je me suis dit, eh ben, faisons une deuxième partie qui va s'appeler « Et si on redémarrait l'agile à l'échelle ?» Et alors, pourquoi ça? Parce que tout simplement, on a ce premier truc, et puis il y a aussi d'autres entreprises qui ont eu une première expérience réussie de l'agile dans une de leurs équipes, et qui ensuite en fait se disent ok, on va essayer de amener ce modèle de développement au reste de l'entreprise, et on se rend compte que très très souvent les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Alors des fois, ces entreprises effectivement prennent quand même le temps de venir dire que ça s'est très très bien passé. Sauf que quand on interroge les développeurs, et là-dessus je suis très content, c'est que j'ai une posture un petit peu particulière, c'est que j'ai la chance de à la fois discuter avec des gens qui sont effectivement à des postes, on va dire, exécutifs ou même C-level dans des entreprises, mais je suis aussi beaucoup en contact avec la communauté de développeurs, et c'est souvent amusant de voir un petit peu le différentiel de ressenti qu'il peut y avoir. Donc pour commencer ça, j'ai commencé par mettre un graphe qui n'a rien à voir, même si on verra, il y a quand même un petit peu quelque chose à voir avec le contenu de la conf. C'est juste pour vous donner une idée. C'est la capitalisation boursière des plus grandes entreprises entre 2005 et 2021. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de voir ce graphe, mais je le trouve assez incroyable, parce qu'en fait, on se rend compte que quasiment toutes les entreprises qui avant en fait, étaient considérées comme de très grandes boîtes, du moins en 2005, hein, on a General Electric, ExxonMobil, on a Microsoft qui était le seul groupe en fait finalement d'IT là-dedans. Mais toutes ces entreprises, elles ont disparu du tableau, et en fait elles ont été remplacées par ce qu'on appelle les géants de la tech aujourd'hui. Et ça démontre en fait comment en l'espace de 6 ans, au niveau économique, le logiciel en fait a vraiment commencé ce qui est décrit depuis très longtemps, c'est-à-dire eating the world. C'est-à-dire que maintenant effectivement le logiciel, c'est vraiment devenu la partie la plus importante en fait dans nos économies. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on va voir ces entreprises et qu'on leur dit comment est-ce que vous avez effectivement mis en place vos process de développement, eh ben, elles ne parlent pas forcément d'agile. Et il y a un très très bon article sur ce sujet qui s'appelle How Big Tech Runs Tech Project and the Curious Absence of Scrum, dans lequel justement l'auteur explicite qu'il a eu l'occasion de faire un panel en fait auprès de personnes qui travaillent dans ces entreprises. Et quand on leur demande en fait, est-ce que vous bossez en agile, ils vont vous dire oui, effectivement, on fait de la continuous integration, on a des pratiques de test, on essaye d'avoir des releases qui sont assez fréquentes, mais ils ne vont pas vous parler de méthode. Ils ne vont pas vous parler en fait d'une façon de faire de l'agile. Et c'est quand même étonnant parce que c'est parmi les entreprises qui ont un niveau de scale aujourd'hui un des plus importants au niveau mondial, et pourtant, elles semblent ne pas parler d'une démarche agile qu'elles auraient mis en place à l'échelle. Et c'est un petit peu ça, en fait, ce qui a amené la réflexion sur cette conf, c'est de dire, mais ok, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un côté, on ait pas mal de gens qui parlent d'agile à l'échelle, et que de l'autre côté, on a des très grandes entreprises qui sont quand même des succès, on va dire, technologiques et économiques. Après, on pourra effectivement, chacun a ses avis sur les produits que fournissent ces différentes entreprises, mais il n'empêche que ces entreprises, elles ne parlent pas d'agile à l'échelle. Donc,
où se trouve ce différentiel et qu'est-ce qui s'est passé. Alors moi, je m'appelle Arnaud Lemaire, je travaille pour une boîte qui s'appelle Sunday. C'est une entreprise qui, en plus, pour moi, est un excellent terrain d'apprentissage et d'expérimentation sur ces questions, puisqu'on a une croissance qui est extrêmement soutenue en ce moment. Pour vous donner une petite idée, c'était une entreprise qui avait 3 personnes à la tech en mars. Aujourd'hui, on approche des 90. Donc voilà, et on devrait encore doubler la taille des équipes sur l'année prochaine. Donc c'est aussi justement une problématique qu'on a, c'est comment est-ce qu'on maintient une production logicielle que l'on pourrait qualifier de agile, tout en ayant cette augmentation dans la taille des équipes, dans le delivery, etc. Et le premier point qui me semble très important en fait, pour commencer tout ça, c'est justement en fait, de parler d'une notion que tout le monde un petit peu a en tête, et notamment, surtout sur des niveaux exécutifs et C-level, c'est la notion d'économie d'échelle. Alors cette notion d'économie d'échelle, pourquoi en fait, c'est important de l'avoir en tête? Parce que c'est souvent ce qui va amener à la réflexion autour de comment est-ce qu'on monte à l'échelle une entreprise. C'est-à-dire que plus on arrive à produire dans de grandes quantités, plus le coût de production baisse. C'est-à-dire que, très simplement, on le voit, hein, c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs des bouteilles de lait, si vous achetez du lait par 25 centilitres, par 50, par 1 litre, et puis quand vous commencez à aller sur de l'hectolitre, etc., vous avez la production qui permet en fait d'avoir un prix unitaire qui descend. Et c'est le cas dans la majorité des entreprises et dans le modèle économique qu'on connaît. C'est-à-dire que plus vous arrivez en fait à augmenter votre taille de production, plus le coût lié à la production d'une unité de travail en fait, baisse. Et mécaniquement, ça c'est tellement imprégné en fait, dans l'esprit de notre modèle économique d'aujourd'hui que lorsque l'on parle du logiciel, on a une tendance, et qui n'est même pas volontaire, hein, mais c'est juste qu'on est tellement habitué à cette façon de voir les choses, en fait, à essayer d'appliquer le même principe. Et très souvent de manière un peu inconsciente. Mais de se dire, OK, plus j'ai une production logicielle qui est large, et plus théoriquement, je suis censé avoir un gain sur le fait que ma production unitaire, son coût va baisser progressivement. Et là où il y a justement en fait, cette énorme incompréhension, c'est que dans le logiciel, on s'est rendu compte qu'en fait, cette relation elle était inversée. Le logiciel en fait, est une des rares industries à avoir en fait, une déséconomie à l'échelle. Ça veut dire que plus on essaye de monter à l'échelle de la production logicielle, plus en fait, le coût et les défauts explosent. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une première étude qui a été faite en 97, où en gros, effectivement, ils en ont conclu que les projets qui avaient le mieux réussi, c'était des projets de 3 à 7 personnes, ce qui sont quand même des équipes assez faibles finalement. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est le commentaire qu'ils ont mis. A priori, c'est en plus une trend qui a une tendance à être exponentielle. C'est-à-dire que plus vous augmentez la taille de l'équipe, et plus, en fait, finalement, vous vous mettez dans la merde. Alors, ce n'est pas les seuls à avoir fait ça. Il y a une autre étude qui a été faite en 2006. Et pareil, là, il disait, en fait, si jamais on classifie un petit peu la réussite des projets, on se rend compte qu'il y a quand même un effet assez énorme entre les projets qui réussissent et les projets qui ne réussissent pas. Et pareil, le commentaire, c'est qu'en fait, l'élément principal qui permettait de départager les projets qui réussissaient des projets qui ne réussissaient pas, en fait, c'était la taille des équipes. Et en fait, c'est là en fait, où on se rend compte effectivement qu'il y a cette déséconomie à l'échelle. Enfin, je pense que tout le monde le connaît, il y a le Chaos Report, qui a été très très connu en 1994, puisque c'est un petit peu le premier rapport qui a indiqué les bénéfices de l'agile dans l'industrie du logiciel de manière un petit peu formalisée. Il faut savoir qu'ils en font un tous les ans. Le problème, c'est qu'il faut payer une fortune pour avoir accès à celui des 5 dernières années. C'est pour ça que j'ai celui de 2015, puisque c'est la version gratuite qui est disponible en ligne. Mais ce qui est déjà intéressant ici, c'est que si jamais on zoome un tout petit peu, on se rend compte que quand on arrive sur des projets de petite taille, la différence entre une démarche agile et une démarche waterfall plus classique, en fait, a tendance à s'estomper. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, dans les résultats de ce rapport, ce qu'ils indiquent, c'est que finalement, au-delà en fait, de mettre l'agile comme étant une conséquence et un souhait pour réussir justement à avoir un meilleur taux de réussite dans ces projets, finalement, c'était plutôt en fait, la taille des projets qui allait compter dans la réussite de ceux-ci. Donc au lieu d'essayer en fait, d'être agile, en fait, il valait mieux essayer de réduire justement en fait, la taille et le scope des différents projets. Parce que vous le voyez, hein,
sur des gros projets, alors oui, l'agile est à 18% de réussite, c'est pas un score incroyable, hein. 18% de projets qui réussissent, moi j'appelle pas ça une KPI qui est extrêmement impressionnante. Alors Waterfall, on n'en parle même pas, mais on voit bien effectivement que c'est vraiment cette question de taille des projets. Alors la taille des projets ici, pour small size, pour eux c'est à peu près en dessous du $1 million d'investissement. Et pareil, si jamais donc ils ont refait aussi ce graphe, hein, on voit bien effectivement qu'il y a une réelle corrélation entre la taille en fait, du projet et derrière la réussite de celui-ci. Et ça, c'est vraiment le point, je pense, qui moi, m'a permis de me dire, OK, mécaniquement, peut-être qu'en se focalisant complètement sur l'agile, on fait un peu fausse route, parce qu'on devrait aussi se poser la question, mais est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question de réduire un petit peu nos projets? Et pourquoi ça? En fait, très simplement parce que dès qu'on a des petites équipes, eh ben, on gagne. Déjà, en termes de management, c'est plus facile à coordonner. Il y a moins de communication qui sont nécessaires entre les membres du projet. Je pense que vous avez déjà vu ces graphes, hein, quand il y a 2 personnes, il y a un canal de communication, et à chaque fois que vous ajoutez des gens, en fait, le nombre de passes de communication, il explose. Et donc ça, mécaniquement, c'est la porte ouverte à énormément de défauts, à énormément d'incompréhension. Et puis, enfin, ça crée ce qu'on appelle des interlocking phénomènes, c'est-à-dire qu'en fait, les équipes se mettent à s'attendre, enfin les gens même se mettent à s'attendre les uns les autres. Et donc vous avez énormément de situations où les développeurs en fait, ne sont pas en moyen de juste produire du logiciel. Ils sont juste en train d'attendre que quelqu'un d'autre ait produit une pièce du logiciel avec laquelle ils vont pouvoir s'intégrer. Et puis enfin, ça je l'ai observé dans beaucoup d'équipes, quand vous avez trop de monde, en fait, les gens cherchent à s'occuper. Et notamment, ils cherchent à s'occuper quand ils sont en train d'attendre des collègues. Puis ils cherchent aussi des fois à s'occuper pour s'occuper parce qu'il n'y a pas forcément assez de choses à faire. Et donc, vous avez effectivement des phénomènes d'over-ingénierie qui se créent naturellement. Puisqu'en fait, les gens vont se dire, bon, étant donné qu'on a une workforce qui est très très conséquente, on va avoir l'occasion de pouvoir construire des systèmes extrêmement complexes et qui ne sont plus du tout alignés en fait, avec la complexité initiale du projet. Et alors en fait, quand on dit ça, on se dit, OK, c'est un petit peu une évidence, sauf qu'il y a un deuxième aspect souvent qui est oublié, c'est qu'en fait, la taille des équipes, ce n'est pas celle qui apparaît dans votre orga. Par exemple, là, si on imagine en fait qu'on a 2 équipes, une équipe A et une équipe B qui apparaissent dans l'orga, la réelle en fait, taille de vos équipes, c'est le nombre de personnes qui ont besoin de se synchroniser pour faire un travail. Et ce qui fait que vous pouvez avoir en fait 2 équipes dans votre orga de taille assez réduite, sauf que si ces 2 équipes sont complètement interdépendantes, en réalité, vous n'avez qu'une seule équipe. Et ce qui fait que là où vous pensiez avoir réussi à avoir des petites équipes, en réalité, non, vous avez une énorme équipe qui a encore besoin de se synchroniser et qui maintenant, en plus, vu qu'on s'est dit ces 2 équipes, on va les obliger à passer par leur manager pour communiquer entre eux, etc. Et donc, c'est encore plus génial, puisque vous rajoutez un overhead en termes de communication. Et c'est pour ça en fait, que c'est très très important en fait, de bien avoir ça en tête. Et c'est ce qui amène vraiment à cette idée, c'est arrêtons d'essayer en fait, de mettre de l'agile à l'échelle, mais comment est-ce que l'on s'arrange pour qu'une organisation arrive en fait, à descaler, à se descaler elle-même en fait. C'est-à-dire que très souvent, je pense que vous connaissez un peu cette pyramide, quand une entreprise grandit, en fait, on a la pyramide qui grandit. Et puis souvent, d'ailleurs, on a un des layers qui a tendance à grandir plus vite que les autres. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle les entreprises bureaucratiques. C'est-à-dire qu'on a plus de gens en fait, qui coordonnent que de gens qui font. Et en plus, quand on arrive dans ce genre d'orga, on se rend compte aussi qu'il y a une espèce de ligne invisible qui apparaît dans l'orga, qui est la ligne des gens qui réfléchissent et la ligne des gens qui font. Et mécaniquement, le problème, c'est que les gens qui font, c'est souvent eux qui, derrière, en fait, ont les insights sur qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire. Et ce qui fait que, dans ce genre de structure, lorsque la boîte se dit « tiens, on va devenir agile », très souvent, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a une transformation agile qui s'installe avec une espèce de poussée top-down et en face des développeurs qui sont en mode « ça marche moyen ». Mais le problème, c'est que souvent, dans les confs, les personnes que vous voyez, c'est les personnes de la tranche verte. Et eux, ils vous disent que c'est génial. Et c'est pour ça que vraiment l'idée, en fait, c'est que si on souhaite faire grandir une organisation, et si on souhaite en fait amener une organisation qui a une certaine taille à avoir une forme d'agilité,
il vaut mieux en fait partir sur l'idée de dire, OK, créons des petites pyramides. Et c'est tout. En fait, c'était la conclusion d'ailleurs de ma conf sur Et si on redémarrait l'agile, c'était créer des petites équipes indépendantes qui peuvent livrer du logiciel quand elles le souhaitent, sans défaut, et c'est bon, vous avez réussi. Et cette keynote, elle aurait pu s'arrêter là. Voilà, sauf que j'avais 30 minutes encore à remplir. Et je me suis dit, OK, le problème, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'entreprises qui ont du mal à faire ça. Et donc, j'ai essayé un petit peu de regrouper ça sous 4 grands principes, de voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire de réussir à descaler une organisation et comment est-ce qu'on crée des petites équipes, finalement, qui vont avoir cette forme d'autonomie. Le premier point, et qui est très important, c'est de réussir à avoir un alignement clair des équipes. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Tous ces points, en fait, ils sont beaucoup plus difficiles qu'ils n'en ont l'air. C'est-à-dire que quand on les énonce, c'est des évidences. Quand on essaye de les mettre en application, c'est beaucoup plus difficile. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, très souvent, quand on a des équipes qui apparaissent dans une entreprise, ça ressemble un petit peu à ça. Et puis, au fur et à mesure qu'il y a des besoins qui apparaissent, on va assigner des composants, des projets à ces différentes équipes. Et il arrive toujours ce moment un petit peu embêtant où on a des machins qui se trouvent entre des équipes. Et généralement, en fait, c'est là où le bordel démarre. Parce qu'à chaque fois que vous avez ça, vous avez en fait des équipes qui ont perdu l'alignement entre ce qu'elles sont censées faire et en fait le delivery en termes business, en termes produits qu'elles sont censées avoir. Et à partir du moment où vous avez ça, vous allez devant des problèmes. Et moi, il y a un truc qui à chaque fois m'éclate, c'est que dans des très très grosses boîtes, vous finissez par avoir des équipes qui ont des noms absolument incroyables. C'est-à-dire que vous avez des équipes, tu discutes avec quelqu'un, il dit « moi je suis dans l'équipe SAPL3 ». Tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire, d'ailleurs eux non plus. Alors des fois ils peuvent t'expliquer que c'est un acronyme un peu compliqué pour expliquer qu'en fait ils font partie de telle branche de la boîte, etc. Et ça souvent c'est quand même un signe assez fort que les équipes ne sont plus du tout alignées en fait, avec finalement ce qui était censé être fourni en termes de valeur business au client final. Donc en gros, l'idée, elle est simple, mais elle n'est pas facile, comme toujours. C'est de se dire, prenons et réfléchissons aux différents composants, mais aussi en fait aux différents besoins qu'a l'utilisateur final, quelles sont les grandes dimensions du produit, et de faire très attention de structurer les équipes autour de ces besoins fonctionnels. Donc, pareil, pendant un certain temps, il y a une vision qui était de dire, OK, alignons déjà les composants techniques, c'est déjà une très très bonne chose. Si vous voulez aller le cran d'après, c'est vraiment d'aligner ça en fait sur vos besoins produits et d'aligner ça par rapport à qui consomme votre logiciel au final. Et ça, pareil, c'est pas moi qui invente des trucs. Il y a effectivement deux recherches assez intéressantes sur le sujet, une de 2004, une de 2010, où dans les deux cas, ils ont découvert en fait quelque chose d'assez intéressant, c'est que à partir du moment où vous avez du flou à des frontières entre des équipes, c'est dans ces frontières que s'installe la majorité des défauts. Et alors, il y a une étude qui est dédiée au logiciel, mais l'autre étude, en fait, elle est dédiée au monde de l'avionique, où ils se posaient la question de, quand on a des problèmes en avionique, où sont apparus ces défauts initialement? Et ils se sont rendus compte, en fait, que dans l'avionique, ça apparaissait justement à l'endroit où il y avait une frontière entre des équipes qui, par exemple, produisaient le réacteur et l'équipe qui était censée positionner le réacteur sur l'aile, qui n'était pas claire. Et on a retrouvé exactement les mêmes résultats dans le logiciel. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression de dire vos RH sont des architectes un petit peu accidentels de votre orga, puisqu'en fait, en fonction de comment est-ce qu'ils vont structurer les équipes, eh bien, vous allez en fait avoir une architecture qui va émerger. Et pareil, Michael Nygaard le dit très très bien, Team Assignment is the first draft of the architecture. C'est vraiment ce qu'on appelle la loi de Conway, c'est-à-dire que toute entreprise va avoir un système d'information qui va copier la façon dont les équipes sont organisées. Rien de bien nouveau sous le soleil malheureusement, mais encore quelque chose de pas forcément très très simple à mettre en œuvre. Le deuxième point, et ça c'est une vraie marotte pour moi, c'est comment est-ce qu'on met en place du continuous delivery.
Alors, c'est une vraie marotte pour moi. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on se dit, OK, on va mettre en place du continuous delivery, vous avez énormément de pratiques techniques qui en sont issues et qui vont devoir être mis en place pour permettre cette pratique du continuous delivery. Et donc, si vous devez en fait ne mesurer qu'une seule chose et mettre vraiment un point de focus, mettez le point de focus sur le continuous delivery, parce qu'en fait, ça va obliger toute l'orga technique à s'aligner sur des problématiques de tests automatisés, parce que si vous devez livrer en continu et que vous n'avez aucun moyen de savoir si le logiciel en fait il marche ou pas, en fait vous ne pouvez pas livrer en continu. Ça va vous obliger en fait à faire pas mal de travail sur votre infra pour justement être capable de livrer en continu sans avoir besoin d'impliquer à chaque fois une énorme orga au niveau des gens qui gèrent l'infra et qui vont devoir livrer pour les équipes de dev. Et ça permet aussi en fait un truc assez intéressant, c'est le stakeholder involvement. Pourquoi? Parce qu'en fait vous réduisez en fait la boucle de feedback. Et en réduisant en fait la boucle de feedback, c'est beaucoup plus simple en fait de venir dire aux product manager et même en fait aux différentes parties prenantes dans l'entreprise, que ce soit les gens des sales, les gens du marketing ou même en fait les exécutifs, en fait de leur dire ok, regardez, on vient de livrer ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc vous commencez en fait à leur faire ressentir le rythme dans la livraison logicielle et donc vous diminuez d'autant le besoin en reporting. Le besoin en reporting, en fait, très souvent, il apparaît quand vous avez des gens qui ont en face d'eux en fait, un espèce de boîte noire, de tunnel, duquel ils voient de temps en temps des machins sortir. Et donc, en fait, souvent, pour eux, c'est une tentative de voir à l'intérieur de cette boîte. Alors que si vous vous arrangez pour que cette boîte, qui en gros est la partie production logicielle, parce que mécaniquement, ça reste quand même un métier qui a encore du mal, on va dire, à être compris en profondeur par des gens qui ne font pas partie de ce métier. Et bien en fait, en réduisant la taille justement en fait, de la partie un petit peu noire de la boîte, mécaniquement, vous diminuez ce besoin qu'il peut y avoir d'aller voir à l'intérieur. Et c'est pour ça en fait que quand on parle de continuous delivery, il y a ces trois grandes métriques qui sont les métriques qui sont sorties par Accelerate, un très très bon bouquin, qui sont de dire en fait vos KPI au niveau de votre orga technique, c'est pas la vélocité ou c'est pas quoi que ce soit. En fait, c'est quel est votre lead time, c'est en fait quel est le temps entre le moment où il y a une idée qui tombe et le moment où c'est envoyé aux utilisateurs finaux. Quel est votre cycle time, c'est-à-dire quel est le moment, quelle est la durée entre le moment où une tâche arrive pour être donnée aux équipes de production et le moment où ça arrive en prod. Et votre mean time to recovery, c'est quand vous avez un problème, à quelle vitesse vous êtes capable de revenir dans une situation où ça marche. Et généralement, ils en rajoutent une quatrième qui est le taux de défaut. Et ça vous permet en fait de mesurer combien d'allers-retours vous êtes obligé de faire dans votre cycle, parce que justement, en fait, il y a des défauts qui ont été détectés à la fin. Et donc, vous pouvez en fait oublier absolument toutes les autres KPI que vous pouvez poser en fait sur la pratique vraiment ingénierie, parce qu'en positionnant ces quatre-là, vous tirez un ensemble de pratiques qui vont permettre de driver l'organisation dans le bon sens. Alors en fait, il y a aussi un autre point quand on parle de continuous delivery, et je pense que c'est un des secrets, mais qui n'en est pas un parce qu'ils en parlent beaucoup, c'est juste qu'on a tendance à pas forcément le lire, cette partie-là. Toutes les grosses boîtes tech là, que j'ai données, et la majorité en fait, des boîtes qui commencent à arriver à un niveau de scale conséquent en termes de logiciels, elles investissent énormément dans ce qu'elles appellent leur plateforme. Et leur plateforme, en fait, c'est pas juste on a mis en place un cluster Kubernetes. La plateforme, en fait, c'est comment est-ce qu'on s'assure que justement, en fait, les développeurs sont en capacité de mettre en prod rapidement, sans défaut, et en étant globalement assez sûr de ce qui est en train de se passer. Et donc, ça veut dire investir massivement sur des problématiques de monitoring, d'alerting, avoir une infrastructure sur laquelle on est capable en fait, de pusher des nouveaux systèmes sans avoir besoin d'attendre 3 mois qu'il y ait des autorisations qui aient été données, que les machines aient été commandées, qu'elles aient été installées quelque part, etc. Mais c'est aussi fournir en fait, de l'outillage aux développeurs, de fournir en fait, tout simplement la possibilité pour les développeurs d'avoir par exemple un environnement de développement local qui marche. Ça paraît bête dit comme ça, mais il y a encore beaucoup trop d'orgas où c'est un enfer sur Terre pour réussir à avoir un environnement de dev qui juste marche. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que dans des grosses boîtes tech, la partie plateforme, c'est 30 à 40% de l'organisation technique.
C'est-à-dire que la partie production, elle est pratiquement à équivalence avec cette partie plateforme. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement ça qui leur permet derrière de livrer du logiciel. Et tant que vous n'avez pas ça en place, ça ne sert à rien de tenter d'être agile. Ça ne sert absolument à rien. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas en situation de pouvoir livrer du logiciel en continu. Donc c'est super après d'avoir des daily stand-up, des weekly meetings, etc. Mais au final, le résultat, il n'est pas au rendez-vous. Parce qu'il vous manque cette partie de j'arrive juste à livrer du logiciel qui marche en prod. Et d'ailleurs, très souvent, on se rend compte qu'une fois qu'on a réussi à mettre en place la partie qui ont réussi à mettre du logiciel qui marche en prod, et ben en fait, toutes ces problématiques organisationnelles et de process, etc., elles ont tendance un petit peu à disparaître par elles-mêmes. Ensuite, il y a une problématique d'alignement. Alors, on va en reparler dans la partie 4, mais l'alignement, quand on monte à l'échelle, il est super important. Alors, il y a une pratique dans le Lean qui s'appelle le Oshinkanri. Je ne vais pas la détailler ici, mais c'est une des pratiques d'alignement. Ce n'est pas celle que je conseille forcément, mais c'est une pratique, on va dire, un peu historique, qui vient effectivement à l'origine du Toyota Production System, qui a donné naissance au Lean. Et souvent, l'image qu'ils utilisent en fait là-dedans, c'est l'image en fait des grandes armadas qui partaient d'Europe 15e, 16e, 17e siècle, qui n'avaient pas encore de GPS, qui n'avaient pas encore de radio, etc. Et ce qu'on se rendait compte, c'est qu'elles partaient d'un point A en Europe, elles arrivaient à un point B, souvent après avoir traversé un océan, pas forcément pour y faire des choses très positives de l'autre côté, mais on va retirer ça de l'équation. Il n'empêche que pendant des fois des semaines, ces navires se perdaient de vue. Et on imagine bien qu'on n'avait pas un amiral qui prenait une barque tous les jours pour naviguer d'un bateau à l'autre, pour lui-même en fait aller barrer le bateau en question. Et en fait, comment est-ce qu'il s'était tout simplement organisé? C'est qu'il s'était mis d'accord dès le début à quel allait être le point de rendez-vous dans quelques milliers de kilomètres, et à partir de là, chaque navire était autonome. Et bien en fait, vos équipes, c'est la même chose. Elles ont un point d'arrivée, et puis après, par contre, pendant la traversée, pendant le chemin, ces équipes restent autonomes, et on limite justement en fait, ce besoin de coordination entre elles. Alors ça va aussi en fait avec ce graphe que j'aime beaucoup. Alors en fait la partie vous pouvez voir en fait à gauche, c'est ce qui se passe très souvent quand une organisation sent qu'il y a des choses qui se passent pas bien. On essaye en fait d'augmenter énormément l'accountability sur l'organisation. Et en fait en gros c'est quoi? C'est de dire on a un petit peu du mal à comprendre pourquoi ça se passe pas très bien. Donc en fait on va resserrer au maximum le management et le suivi sur l'organisation. Et souvent, en fait, moi, l'image que je prends, c'est si vous avez un nœud qui a commencé à se former, le meilleur moyen de défaire ce nœud, c'est pas de tirer sur chaque extrémité. Parce qu'en fait, vous allez juste rendre le nœud encore plus difficile à défaire. C'est au contraire, en fait, libérer à l'intérieur et commencer un petit peu à écarter les fils et voir comment ça se défait. Et en fait, le problème, c'est justement qu'il faut réussir à ne pas tomber dans cet écueil de dire « Ok, je vais tirer sur mon orga pour réussir en fait à augmenter ce côté reporting, mais je vais au contraire augmenter l'aspect vision, je vais augmenter l'alignement dans mes équipes. Et ce n'est pas le même boulot. C'est qu'en fait, je vais m'arranger pour que les équipes, elles aient une bonne compréhension de là où on est censé arriver. Un bon test pour ça, c'est d'aller voir en fait tout simplement des devs dans les équipes et de leur demander est-ce que tu es au clair avec les 5 prochains trucs que l'équipe est censée livrer? Est-ce que là, tu peux me dire très simplement, c'est quoi les 5 prochains items importants pour la boîte par ordre de priorité? Et bien, vous vous rendrez compte en fait, que dans énormément d'équipes, les devs ne savent pas répondre à ça. Par contre, ils sont capables de vous dire exactement quel est le statut de quel ticket. Le problème, c'est que ce faisant, vous pouvez essayer de renforcer le contrôle sur en fait, les tickets. Ça ne va pas améliorer le schmilblick à la fin. Alors que si par contre vos devs sont tous bien conscients de c'est quoi les prochains objectifs et pourquoi on y va, eh ben vous avez beaucoup moins besoin justement en fait, d'aller contrôler ce qui se passe au niveau des tickets, parce qu'en fait les équipes y vont naturellement. Enfin, ça c'est une pratique qui vient plus du monde du produit,
Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail parce que j'ai pas le temps, mais ce genre en fait de roadmap, en fait, c'est ce qu'on appelle effectivement des roadmaps qui sont outcome-based, et c'est en gros la première étape pour avoir un switch depuis une organisation qui est orientée projet, qui est justement en fait qui sont souvent des organisations qui ont tendance à essayer de contrôler en proximité ce qui est en train de se passer, vers des organisations qui sont basées sur des outcomes et donc qui sont plus orientées sur du produit et donc sur lequel en fait on a travaillé avant tout sur la vision. C'est une très belle présentation de Jason Doherty, si vous voulez aller la regarder, dans laquelle il en parle pendant à peu près 40 minutes. Et puis quand on parle d'alignement, il y a aussi un point qui n'est pas forcément, comment dire, qui ne vient pas forcément en tête, mais qui pour moi est très important, c'est la question du on-call. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, très simplement, pour aligner en fait vos équipes de dev avec ce qui se passe dans le run, avoir vos devs qui répondent en fait à la logique de you code it, you're on pager duty, c'est-à-dire en fait toutes vos équipes de dev sont on-call, ça permet justement de s'assurer qu'il y a aussi un alignement entre les personnes qui s'occupent de gérer le run, qui s'occupent de gérer l'infra, et les personnes qui produisent le logiciel. Moi, personnellement, je considère toujours qu'il y a deux catégories de développeurs. Il y a les développeurs qui ont déjà fait du on-call et les développeurs qui n'ont pas fait du on-call. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous le voyez dans la manière dont ils approchent leur métier. Tant que vous n'avez pas fait du on-call, en fait, il y a une partie de la responsabilité liée au métier du développeur qui n'est pas prise en compte. Parce que quand ça se vautre en prod, ce n'est pas mon problème. À partir du moment où vos équipes, elles ont conscience que quand ça se vautre en prod, c'est notre problème, ça change énormément de choses. Et c'est pour ça que pour moi, c'est aussi un très très bon moyen de créer un vrai alignement dans les équipes. Et cette fois-ci, l'alignement, il n'est pas sur une forme de verticalité, mais il est sur une forme d'horizontalité. Et puis en plus, derrière, je peux vous garantir que les personnes qui sont dans votre organisation qui gèrent l'infra, ils sont plutôt très contents d'avoir un peu d'aide. Et puis, ça aide beaucoup à créer un relationnel. Ça aide beaucoup à créer un relationnel derrière où il va y avoir en fait de l'empathie qui va se créer entre ces deux corps de métier. C'est-à-dire que les personnes qui gèrent l'infra vont avoir de l'empathie pour le métier des devs et les devs vont avoir de l'empathie pour les mecs qui gèrent le run. Et ça, c'est super important. Parlons d'autonomie maintenant. Et alors, ce mot, il est important. Il est important parce qu'il va beaucoup avec le point d'avant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'article qui dit en gros le modèle Spotify c'est de la merde. C'est un article qui est intéressant, parce que c'est un article qui rappelle des choses un peu évidentes, mais c'est que le modèle Spotify, en fait, il n'a jamais été implémenté chez Spotify. C'était une présentation interne à Spotify pour dire, vous savez, on pourrait faire ça, mais en fait, ils ne l'ont jamais vraiment fait. Et dans cet article, justement, en fait, un des points qui est mis en avant sur le fait que en fait, ça n'a pas très bien marché, c'est le fait que les équipes étaient indépendantes. Et on remarquera en fait que le terme de indépendance et le terme de autonomie ne veulent pas vraiment dire la même chose. L'autonomie, c'est de l'indépendance, mais avec un très fort alignement, justement. Parce que si vous avez des équipes qui sont indépendantes, vous avez un phénomène de divergence qui se crée en fait dans votre organisation, où les équipes, elles sont indépendantes, elles partent, mais il n'y a pas de point de convergence en fait au niveau de vos équipes. Et là, vous avez en fait un espèce d'effet d'éventail où l'organisation commence à perdre un temps dingue à juste essayer de ramener les gens vers un point de focal. Et c'est pour ça que je parle toujours d'autonomie et pas d'indépendance des équipes, parce que oui, c'est important qu'elles soient autonomes pendant qu'elles sont en train de produire et dans leur fonctionnement du quotidien, mais par contre, elles ne peuvent l'être que si on s'est mis d'accord sur le point d'arrivée. Bon, des choses évidentes, avoir des petites équipes, c'est assez simple. Le deuxième point très très intéressant, ça c'est issu d'un bouquin sur comment Amazon fonctionne. On oublie souvent en fait que quand on parle de two pizza team, c'est pas que la taille de l'équipe, c'est la deuxième phrase qui est importante. Insulated from the greater organization's bureaucracy. Ce sont des équipes qui ne subissent pas la bureaucratie du reste de l'organisation. C'est pas que ce sont des petites équipes.
c'est qu'elles ne sont pas liées à la bureaucratie du reste de l'orga. Et c'est cette deuxième partie en fait, qui est encore plus importante. L'autonomie, ça vient aussi par le fait que l'utilisateur final est en ligne directe avec l'équipe, d'une manière plus ou moins proche, mais à partir du moment où vous avez 40 layers entre votre utilisateur final et vos équipes, vous pouvez bien vous imaginer qu'elles vont avoir énormément de mal à être autonomes. Ça vient aussi du fait qu'il faut retirer ce qu'on appelle les hands-off. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toutes les situations où il y a une équipe qui a produit un truc et qui doit le passer à une autre équipe. Ça revient à ce que je vous disais avant. C'est qu'en fait, on se retrouve dans ce cas-là dans des situations où en fait, votre équipe réelle, c'est justement la combinaison de toutes ces équipes qui doivent se synchroniser. Et le hands-off, on peut le retrouver à plein d'endroits différents. On peut le retrouver entre des équipes back-end et front-end. On peut le retrouver entre des équipes dev et ops. On peut le retrouver entre des équipes de dev et les QA, qui servent en fait de gatekeeper vers la prod. Et on peut aussi le retrouver entre des équipes. Si vous voulez fournir de l'autonomie, il faut que vous retiriez en fait tous ces hands-off. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire très simplement mettre ensemble ces personnes pour qu'il n'y ait plus cette situation. Donc, avoir des équipes dans lesquelles on a des gens qui sont capables d'aller intervenir sur le front, avoir des gens qui peuvent aller gérer des problématiques de run, avoir de la QA, si jamais vous en avez, qui est intégrée aux équipes. Et quand vous avez deux équipes qui souhaitent se synchroniser, là aussi, très souvent, ce que l'on voit, c'est que les organisations essayent en fait d'avoir une organisation figée qui est la bonne dès le début et qui est censée perdurer pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois jusqu'à la prochaine réorg. Or, mécaniquement, dans le logiciel, surtout si on souhaite être agile, entre guillemets, on a besoin de prendre en compte aussi le fait qu'il y a une très très forte dynamicité potentiellement dans ces équipes. Et donc, par exemple, nous, un des choix qu'on a fait, c'est que quand on détecte qu'il y a des situations de hands-off conséquentes entre des équipes, on forme ce qu'on appelle une swarm team. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller récupérer des gens de ces deux équipes et on va en faire une équipe temporaire qui va pouvoir justement prendre le sujet, éviter ces situations de hands-off parce qu'on a des gens qui peuvent aller travailler des deux côtés sans avoir besoin effectivement de se concerter via des process lourds et compliqués. Ils travaillent juste ensemble. Et très souvent, d'ailleurs, on privilégie beaucoup le pair programming dans ce genre de moment. Et une fois que ça a maturé, très souvent, la situation de hands-off, elle va pouvoir s'éliminer progressivement parce que tout simplement, il y a des API clairs qui ont commencé à être positionnés entre ces équipes. Et on peut donc repartir sur des équipes dissociées. Mais c'est important, en fait, d'avoir en tête cette dynamicité de l'organisation et de s'autoriser à avoir justement des structures temporaires. Faire des réorgs en se disant c'est comme ça qu'on va fonctionner pendant les 18 prochains mois, c'est complètement con. Ça marche très bien quand on essaye de monter une ligne d'assemblage, parce que oui, la ligne d'assemblage, on ne va pas pouvoir la modifier facilement. Mais dans le logiciel, on n'est plus dans cette logique. En gros, pour conclure, n'essayez pas d'implémenter de l'agile, et encore moins à l'échelle. Soyez agile. Et encore une fois, ça c'est, j'ai l'impression que je me répète à chaque conf. Mais en gros, être agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait fournir de l'alignement et de l'autonomie. Ça veut dire avoir des pratiques techniques qui permettent justement à l'organisation d'être agile. Ça veut dire notamment investir massivement dans les problématiques de continuous delivery et dans cette notion de plateforme. Et ce point, il est très important parce que ça rejoint ce qu'on appelle, c'est un terme que j'aime beaucoup, l'obliquity. L'obliquity, c'est quoi? C'est le fait que, très souvent, si on souhaite aller quelque part, et on le voit très très bien en fait en termes de géographie, si jamais vous prenez un point sur la carte, souvent, le chemin le plus simple et le plus court, ce n'est pas forcément la ligne droite. Parce que peut-être que vous avez un fleuve, peut-être que vous avez des montagnes, etc. Et donc on va avoir en fait un chemin qui va mécaniquement en fait épouser ce qui est en train de se passer et qui finira par être plus efficace. Et dans le business, en fait, ce qu'on a pu observer, c'est un très très bon alors c'est un article et même un bouquin, je crois, de John Kay. Il donne un exemple que j'aime bien, c'est il dit qu'est-ce qui s'est passé entre Boeing et Airbus? En gros, Boeing s'est fait pas mal tailler des croupières par Airbus. Et ça a correspondu un petit peu au moment où Boeing a eu comme objectif de maximiser
le retour sur investissement pour les investisseurs. Et donc, ce faisant, ils ont pris cet objectif, on doit maximiser le retour sur investissement. Et donc, en fait, en essayant de tailler dans leur orga, en essayant en fait d'optimiser l'ensemble, ils se sont retrouvés avec des niveaux de défaut, avec des problématiques organisationnelles, etc., qui au final ont fait perdre de l'argent aux actionnaires. Dans le même temps, Airbus a eu un choix un peu différent. Il a été de dire, OK, comment est-ce qu'on fait en sorte que les pilotes soient contents de piloter de l'Airbus? Et comment est-ce qu'on fait en sorte que l'ingénierie Airbus soit au top niveau? Et en fait, en allant chercher ces points-là, ils ont fini par obtenir un meilleur retour sur investissement pour les actionnaires que Boeing, qui avait pourtant eu comme objectif ce retour sur investissement. Et bien en fait, quand on parle de mettre en place de l'agile, et encore plus quand on parle de mettre en place de l'agile at scale, c'est exactement ça. Si vous vous mettez comme objectif de faire de l'agile at scale, vous allez très très souvent en fait complètement vous planter, parce que le vrai chemin, il n'est pas d'implémenter de l'agile à l'échelle, mais il est en fait de mettre en place tous ces différents éléments. Moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. Et comme ça, on a un petit peu de temps pour des questions. Alors, on est en train d'allumer le micro. Bonjour. Oui. Oui. Moi, j'avais une question. Je suis confrontée à un problème d'équipe et de savoir comment je les organise. Et mon envie, c'est d'en effet rassembler le front et le back, hein, comme on l'a évoqué. Mais du coup, je me retrouve avec des grosses équipes. Et du coup, on en revient à l'autre problématique de garder des petites équipes. Et donc, comment on résout ce paradoxe quelque part? Donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Une grosse équipe multidisciplinaire ou deux petites équipes qui doivent se synchroniser plus souvent? Alors, souvent, la problématique, là, c'est aussi une question de maturité, en fait. C'est que je vais vous donner, tout simplement, en fait, nous, ce qu'on a commencé à implémenter. C'est de dire, en fait, on a une équipe qui va se charger de problématiques de front, mais pas vraiment de front, mais de cohérence de l'expérience utilisateur. Et on va avoir les équipes qui sont censées venir fournir du fonctionnel là-dedans, qui vont avoir la possibilité d'avoir des profils qui peuvent aller intervenir en collaboration avec cette équipe. Donc on rejoint un petit peu cette idée de swarm, c'est de dire en fait tout simplement, on va, vu qu'il y a du end-off, et ben en fait on va aller jusqu'au bout. En fait on va complètement l'expliciter et on va avoir des gens dont le métier, ce sera d'aller travailler dans cette équipe de manière temporaire pour venir mettre en place ce qu'il faut et qui repartiront. Voilà. Mais de cette manière, on a rendu explicite d'un point de vue comportemental ce qui devait se passer et on n'a pas essayé de rigidifier la structure. Donc dans ce genre de situation, c'est un petit peu ce qu'on va tenter. Après, il y a d'autres manières de faire. C'est effectivement, on peut couper les équipes et vraiment leur donner des verticales métiers. Et effectivement, il y a une synchronisation, mais là aussi, ça peut être une question de maturité technique. Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour limiter cette synchronisation au moment. Je sais que pour le coup, Spotify a pas mal bossé là-dessus, c'est ce qu'ils appellent les micro-front-end, où en gros, les équipes, par exemple, qui se chargent du search chez Spotify, vont jusqu'à implémenter les UI de search en fait, dans l'application. Donc, mais là, voilà, c'est vraiment des problématiques aussi là, de maturité. Et quand on se retrouve face à ce genre de situation, ben, il faut rendre explicite ces situations de end-off et se donner l'autorisation d'avoir cette collaboration qui, dans ce cas-là, se fait vraiment au niveau des développeurs. Ouais, bonjour. Moi, j'ai une question qui concerne l'aspect sécurité. C'est en général une des premières questions qui est posée dans beaucoup de sujets d'innovation, ainsi de suite. Et je voulais savoir aujourd'hui, à une époque où donc là, on va parler de la plateforme, l'importance des plateformes, l'importance que les devs puissent intervenir sur des problématiques de mise en prod. L'aspect sécurité qui est de plus en plus présent, comment est-ce qu'il est géré? Comment peut-il être géré? Puisque souvent, il n'y a pas les droits nécessaires, il y a beaucoup de portes qui sont fermées les uns entre les autres. Alors, ça dépend effectivement à quel niveau on se place. Nous, le choix, en fait, c'est de dire déjà, la sécurité, on essaie de la descendre au maximum au niveau infrastructure. Ce qui fait que, par exemple, les services vont utiliser du MTLS pour communiquer ensemble, etc.
Et donc, en fait, c'est au niveau de l'infra qu'il y a déjà tout un niveau de sécurité qui est mis en place. Et après, quand on parle de système, par exemple, d'authentification, ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on ne peut pas séparer la problématique d'authent de la problématique d'autorisation, par exemple? Et donc, on a une authentification centralisée, par contre, une autorisation qui est déployée dans chaque équipe. Et c'est chaque équipe, en fait, qui a la charge de vérifier, de valider, en fait, le niveau d'autorisation par rapport à l'authentification qu'ils reçoivent. Donc, ça peut être via ce genre de mécanisme. Et puis après, en fait, l'aspect plateforme aide énormément là-dessus parce que ça permet justement d'avoir une organisation qui a la main sur les outils de développement, qui a la main sur les pipelines de CI/CD, puisque ça fait partie de leur boulot aussi de les mettre en place, etc. Et donc, qui peut venir mettre des points de validation et de contrôle de la sécurité vraiment à tous les niveaux. Et après, ça rejoint aussi ce que je disais, c'est que il faut embarquer en fait potentiellement des profils dédiés à ça dans les équipes les plus sensibles. Mais éviter effectivement d'avoir une situation où on a une équipe qui est en situation de gatekeeper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ils ont décidé de te faire marcher, je crois qu'il y en a une au fond en diagonale. Et pour David, vas-y David. Ah, bon. Moi je reste ici, je reste les Pascal peut-être, Maxime, mais je ne vais pas plus loin. Oui, bonjour. Ça va venir un petit peu abonder la question précédente, mais moi, dans mon contexte particulier, je travaille dans un environnement de sécurité. En fait, mes développeurs n'ont pas le droit de pousser en prod. Voilà, c'est des procédures particulières. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de situation et où on a en fait un hands-off vraiment forcé entre les devs et la prod? Puis comment vous avez éventuellement amélioré ce genre de situation complexe? Alors, je me méfie toujours de la phrase « on est dans une situation particulière ». Avant de bosser chez Sunday, moi j'ai bossé en finance. J'ai bossé en finance et ça fait partie de ces milieux effectivement où il y a des besoins en sécurité qui sont assez conséquents puisque une faille potentiellement ça veut dire qu'il y a des millions de dollars qui peuvent être envoyés sur les mauvaises personnes. C'est pour ça qu'en fait dans ce genre de situation, en fait, on va identifier les équipes qui sont problématiques. Pas problématique d'un point de vue humain ou organisationnel, mais problématique d'un point de vue sécurité. Par exemple, chez nous, c'était les équipes qui géraient la custody, qui sont en gros les équipes qui vont donner des ordres au système de custody pour dire en fait maintenant la propriété de ces actions a changé, ou s'il te plaît déclenche un virement de 200 millions de telle banque vers telle banque, qui sont un petit peu les points. Et c'est là-dedans en fait qu'on va mettre pour le coup énormément de personnes dédiées à la sécurité, mais qui vont être intégrées avec l'équipe. Et en plus derrière, ça nous permettait en fait qu'en termes de réglementation, etc., on avait besoin en fait de ne certifier qu'une partie de l'orga, qui était vraiment la partie qui était sensible. Donc nous, par exemple, c'est comme ça qu'on l'a résolu dans ce contexte-là. Maintenant, il y a effectivement, et je pense à des situations dans des groupes bancaires, j'ai eu l'occasion d'intervenir là-dedans, où malheureusement, ce end-off va rester parce que on est dans des orgas qui sont l'antithèse de tenter d'être agiles, mais je crois que, enfin, elles peuvent tenter de se prétendre, mais elles ne sont pas du tout équipées pour. Et dans ce cas-là, en fait, il faut juste s'assurer que la situation de end-off, en fait, elle est la plus smooth possible, quoi. Mais il y a des contextes dans lesquels on ne peut pas... Et c'est comme l'agile, je veux dire, c'est complètement con de faire de l'agile si on bosse dans l'aérospatial. Quand on connaît les débits pour mettre à jour un satellite, on ne va pas s'amuser à balancer des patchs de 100 mégas pour tenter effectivement de mettre à jour le firmware. Donc, encore une fois, il ne faut pas non plus aussi être dans cette logique de one size fit all, et de pouvoir effectivement se dire il y a des contextes où ça ne fait pas sens. Et c'est terminé, on me dit. Merci encore et une très très bonne après-midi à vous.